une descente sans sommation ou quelque chose de bien plus sinistre. Lorsque des officiers corrompus prirent d'assaut la maison d'une vieille femme noire et laissèrent son fils gisant en sang sur le sol, ils pensèrent que ce n'était qu'une affaire de plus qu'ils pourraient enterrer. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'elle n'était pas seule, car son mari n'était pas n'importe qui. Il était une force à lui seul. Ce qui suivit ne fut pas une simple revanche. Ce fut un combat calculé pour la vérité, l'héritage et la justice qui exposa tout ce qu'ils avaient essayé de cacher. Ce n'était pas qu'une question de pouvoir, mais de savoir ce qui arrive quand les mauvaises personnes poussent la mauvaise famille trop loin. Alors accrochez-vous, car la route qui suit est brutale, crue et inoubliable. Et croyez-moi, lorsque la vérité éclatera, vous n'en reviendrez pas de savoir qui observait dans l'ombre. Alice, une femme de 68 ans, au dos voûté mais aux yeux encore vifs, pensait avoir laissé derrière elle les pires tempêtes. Pourtant, la petite maison de sa mère décédée, perchée au bout d'un chemin poussiéreux dans un coin oublié de la Louisiane, semblait maintenant l'attirer vers de nouveaux cauchemars. La peinture s'écaillait, les lianes grimpaient sur les murs et le toit s'affaissait comme sous le poids de souvenirs trop lourds. Mais pour Alice, ci était un nouveau départ, ou du moins, elle le priait. Après avoir perdu son emploi à Bâton Rouge, à la clinique où elle travaillait, et vu son fils Léo se faire malmener à l'école, après avoir enterré sa mère sans fanfare, c'était tout ce qu'il leur restait. Elle avait chargé leurs maigres biens dans une vieille camionnette rouillée et avait pris la route, Léo à ses côtés, les yeux fixés sur l'horizon, casquette rabattue sur le visage. Léo, 18 ans, portait sur ses épaules le poids de déception qu'aucun jeune ne devrait avoir à supporter. Il avait été agressé 2 fois à son ancien lycée. Alice avait réclamé justice, avait déposé plainte, écrit des lettres, crié dans le vide. En réponse, elle n'avait reçu qu'un mot sec, transfert recommandé. Alors, quand la route goudronnée laissa place au gravier qui ménageait leur maison, Léo n'enleva pas ses écouteurs. Il fixait là-bas, loin d'elle, loin d'ici. La première nuit, il n'avait ni chauffage, ni réseau, juste une ampoule qui clignotait dans le couloir. Ils déroulèrent des sacs de couchage au salon. Léo marmonna à propos des insectes. Alice rit doucement, non pas parce que c'était drôle, mais parce que sans ce rire, elle se serait effondrée. Elle écouta la maison gémir sous le vent nocturne et caressa machinalement son bracelet, cadeau de son mari Marcus. Le dernier signe qu'elle avait reçu de lui était une lettre, envoyée de quelque base secrète. Force spéciale, pas d'adresse, juste de l'espoir. Le lendemain matin, un brouillard épais avala la campagne. Alice sirota un café instantané sur le perron, observant le monde comme s'il pouvait l'engloutir d'un moment à l'autre. Cet endroit était silencieux, presque trop. Pas de sirène, pas de klaxon, juste les oiseaux et le grincement du temps. Ils commencèrent à réparer la maison. Tandis qu'Alice arrachait les mauvaises herbes, Léo repeignait les fenêtres. Aucun sourire, juste de la détermination. Vers midi, un vieux pick-up passa au ralenti devant leur maison. Alice sentit son regard avant même de le voir. Pas de salut, juste un passage, et une menace muette laissée en suspens dans l'air. Lorsqu'elle inscrivit Léo au lycée de la ville, le directeur, un homme chauve au sourire forcé, les accueillit avec des phrases trop bien huilées. « Nous aimons la diversité ici. Nous sommes une communauté très soudée. » Alice reconnaissait ce langage, à traduire par « restez à votre place ». Au supermarché, une femme blanche la fixa comme une intrusion dans l'allée des fruits. À la station-service, 2 policiers rirent bruyamment en évoquant ceux qui pensent pouvoir retaper des ruines. Alice se contenta de sourire froidement. La colère, elle savait, pouvait tuer bien plus vite qu'un coup de feu. Léo fit pourtant des efforts. Il parla d'un nouvel ami, un certain Jake, passionné de musique comme lui. Alice se réjouit, jusqu'à ce qu'elle entende le nom de famille, Voss, le neveu du shérif. Un soir, Léo rentra à vélo, haletant. Il expliqua que le shérif Voss était sorti pendant qu'ils étaient sur le porche de Jake, qu'il l'avait fixé, puis écarté Jake sous prétexte d'aller chercher quelque chose. Seul face à Léo, il avait lancé « Qu'est-ce que ta mère cherche vraiment ici ?» Léo avait répondu « Un endroit pour vivre ». Mais le sourire de Voss n'était pas sincère. C'était une menace. Le harcèlement augmenta. Voiture de police garée devant la maison,
avis de contravention pour herbe haute ou tapage sans raison. Alice savait qu'il préparait quelque chose. Un mardi matin, elle reçut une enveloppe sans expéditeur. Une photo de sa maison, prise à travers les buissons, avec ces mots griffonnés « Vendez avant que ça ne devienne laide ». L'après-midi, Léo fut convoqué au bureau du proviseur sous prétexte d'inquiétude sur sa santé mentale. Rapport anonyme, émanant soi-disant du shérif. Puis vinrent les menaces. Appel anonyme, pneus lacérés, regard fuyant des voisins. Une nuit, Alice entendit un bruit au fond du jardin. Elle ouvrit les yeux, tendit l'oreille. Un craquement, un froissement discret. Elle attrapa la lampe de chevet sans l'allumer et avança à pas feutrés vers la fenêtre. En plissant les yeux dans l'obscurité, elle aperçut une forme sombre, rapide, qui disparut au coin de la maison. Quand elle descendit, pieds nus sur le parquet froid, elle découvrit une brique sous sa fenêtre. Enveloppée dans un sac plastique, elle contenait un petit sachet de poudre blanche. Alice sentit son cœur se serrer. De la drogue. Un piège. Un montage grossier, mais suffisant pour détruire une vie. Elle ne toucha à rien. Elle chercha une paire de gants dans la cuisine, glissa la brique et son contenu dans un sac étanche et enferma le tout dans le vieux coffre en chêne de son père. Puis elle attendit, car elle savait, ce genre de manœuvre ne restait jamais sans suite. Et elle avait raison. À 5h17 du matin, les coups résonnèrent contre la porte. Violents, impatients. « Police! Ouvrez !» Avant qu'elle n'atteigne l'entrée, la porte vola en éclats sous la poussée brutale d'un bélier. Des hommes en treillis, casques vissés sur la tête, visèrent la pièce avec des armes d'assaut. Alice leva instinctivement les mains, la voix tremblante mais ferme. « Où est votre mandat ?» Pas de réponse. Le shérif Voss, avec son sourire carnassier, s'avança. « Alice Morgan, vous êtes en état d'arrestation pour possession de stupéfiants. » Léo, son fils, déboula du couloir, en pyjama, les yeux écarquillés par la peur. « C'est ma mère! Elle n'a rien fait !» cria-t-il. Son cri fendit l'air, suivi d'un coup de feu sec. Léo s'effondra, le sang coulant de son épaule et s'étalant sur le carrelage. Alice hurla. Sa vue se brouilla. 2 agents la plaquèrent au sol, lui passèrent des menottes trop serrées, l'empoignèrent comme un vulgaire sac à ordures. Elle sentit les cailloux lacérer ses pieds nus lorsqu'ils la traînèrent dehors. Dans la voiture, le shérif Voss parla dans sa radio. Preuve récupérée. Suspect en route. Il pensait que l'histoire était close. Il ignorait que Marcus Morgan était de retour. Sur une base militaire du Nouveau-Mexique, Marcus, en permission restreinte, reçut un appel codé. 3 mots. Ils l'ont prise. Son sang se glaça. Sans un mot, il enfila son matériel, vérifia ses armes, activa d'un ancien contact. En moins de 48 heures, il roulait en direction de la Louisiane, le cœur chargé d'une fureur glacée. Il ne pouvait pas s'en remettre aux autorités. Il savait que l'appareil était pourri jusqu'à l'os. Il opéra dans l'ombre. Caméra discrète, microphone dissimulé dans les lampadaires, collecte de dossiers municipaux falsifiés. Il retrouva Hollis Reed, un ancien juge écœuré par la corruption. Ensemble, ils tissèrent un réseau de preuves. Les jours suivants, alors qu'Alice croupissait en cellule, traitée comme une criminelle, Marcus tendit son piège. Le shérif Voss fut attiré dans un entrepôt abandonné sous prétexte d'une transaction. Les caméras filmèrent tout, les aveux, les transactions, les menaces. Quand Voss réalisa qu'il avait été pris au piège, il était trop tard. Le FBI, alerté par Reed, surgit, menottes en main. Le procès fut un ouragan. Toute la ville, jusque-là silencieuse, déferla dans la salle de audience. Des voisins que Alice croyait indifférents vinrent témoigner des intimidations qu'ils avaient eux aussi subies. Léo, bien que faible, insista pour témoigner. Il entra dans la salle, sa plaie encore fraîche, les traits tirés, mais les yeux brillants de détermination. Lorsqu'il désigna son agresseur du doigt, la salle retint son souffle. Le verdict tomba. Coupable. Voss, son adjoint, et 2 autres officiers furent condamnés à de lourdes peines. Alice, blanchie, sortit libre. Mais le traumatisme, lui, était inscrit dans sa chair. Elle refusa de laisser la haine l'envahir. Plutôt que de déménager, elle transforma sa maison en un centre communautaire, un refuge pour les victimes d'abus d'autorité. Chaque matin, elle ouvrait les portes à ceux que le système avait broyés. Des jeunes paumés, des familles brisées, des anciens comme elle, marqués par l'injustice. Elle organisait des ateliers de défense légale, des groupes de parole, des sessions de soutien psychologique.
1 an après l'attaque, la maison d'Alice était méconnaissable, pleine de vie, de rire, de projets. Léo, après de longs mois de rééducation, retrouvait peu à peu sa joie de vivre. Un soir, alors que le soleil se couchait sur les champs à perte de vue, Alice monta sur la vieille terrasse, Léo à ses côtés. Marcus les rejoignit, son sac jeté à ses pieds. Il n'était plus un soldat en mission. Il était un père, un mari, un protecteur revenu chez lui. En regardant l'horizon, Alice murmura « Ils ont essayé de nous briser. » Marcus posa une main sur son épaule. « Mais ils ont créé quelque chose qu'ils ne peuvent pas arrêter. » Léo sourit faiblement, une cicatrice à la lèvre, mais de l'espoir plein le regard. Une sirène hurla soudain dans le lointain. Alice ferma les yeux. Cette fois, ce n'était pas pour eux. La Louisiane avait changé, parce qu'ils avaient tenu bon, ils avaient survécu. Et ils n'avaient pas seulement survécu, ils avaient réécrit les règles, ils avaient gagné.